La fin du film La planète des singes, sorti en 1968, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir tout de suite, s'achève sur une révélation surprenante, puisque la planète sur laquelle le héros George Taylor, donc joué par Charlton Heston, a échoué, est en réalité la Terre dans un lointain futur. D'accord. On s'aperçoit en fait à la fin du film qu'une guerre nucléaire a éradiqué la civilisation humaine, permettant aux singes de prendre la place des humains. Charlton Heston s'en rend compte en découvrant les ruines de la Statue de la Liberté émergeant du sable, ce qui lui permet de comprendre qu'en fait depuis le début, cette planète qu'il arpente n'est pas la planète des singes. En fait, l'intelligence du roman et de l'adaptation du film repose en fait sur un mensonge, puisqu'on nous vend une planète des singes qui en réalité est notre planète à nous, prise par les singes dans un lointain futur. Alors ce twist, ce retournement de situation, c'est une ficelle narrative assez courante dans la science-fiction, qui se plaît, depuis ses plus lointaines origines, à la fin du XVIIIe siècle, à jouer sur cette confusion entre voyage spatial et voyage temporel. On en trouve vraiment beaucoup d'exemples dans des romans, dans des films, plus récemment dans des séries, etc. On ne s'aventure pas impunément dans l'espace, et plus d'un voyageur s'est retrouvé projeté dans le passé ou dans le futur de notre planète, souvent sans le savoir. Ce qui permet ensuite à la science-fiction de jouer sur des paradoxes temporels, ce qui est aussi l'une des autres grosses ficelles narratives de la science-fiction. Mais ici, c'est pas tant de ces enjeux-là que je vais vous parler, mais plutôt de la manière dont le film imagine le futur de la planète Terre. On est 2000 ans après, George Taylor part en 1972 et il arrive donc en 3974 et des poussières, donc 2000 ans plus tard. Et donc qu'est-ce qu'on voit dans ce futur 2000 ans plus tard? On voit des singes qui ont pris la place des humains. Dès lors, ce futur de notre planète se présente également comme un retour en arrière, dans la mesure où le singe est couramment perçu, à tort mais c'est une autre histoire, comme l'ancêtre de l'espèce humaine. Selon la célèbre phrase à laquelle on réduit la philosophie et les découvertes de Darwin, le singe est l'ancêtre de l'homme. Vous savez que scientifiquement c'est pas vrai, puisque le singe a coévolué en même temps que Homo sapiens à partir d'un ancêtre commun. Mais en tout cas, dans l'esprit commun, dans l'imaginaire commun, c'est ça qu'on a en tête, le singe comme ancêtre de l'homme. Dans le film, ce retour en arrière, il est également assuré non seulement par le fait de voir donc des singes intelligents, mais aussi par les humains qui existent encore sur cette planète, mais qui sont revenus à l'âge de pierre. Donc on a des humains vêtus de peau de bête, qui vivent dans les champs, qui n'ont pas de langage articulé, qui n'ont plus de civilisation, qui n'ont pas de technologie, etc. Autrement dit, des humains qui sont revenus à l'âge de pierre, ou en tout cas à l'âge de pierre tel qu'on l'imaginait en 1967, puisque vous savez qu'en fait, l'âge de pierre, c'est pas ça. L'âge de pierre, il y a déjà des civilisations évoluées, des technologies évoluées, des langages évolués. Pendant l'âge de pierre, les humains, ils ne poussaient pas des grognements vêtus de peau de bête en mangeant de la viande crue. D'accord. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'imaginait à l'époque. Autrement dit, ce lointain futur, la Terre en 4000 et quelques après Jésus-Christ, c'est un passé réécrit, un passé réimaginé, un passé rejoué à l'écran. Or là aussi, quand on se plonge dans la science-fiction ou dans la fantasy, donc ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire, on se rend compte à quel point c'est une tendance forte de ce sous-genre que d'imaginer des futurs qui sont en fait des passés réécrits. Au point d'ailleurs qu'on parle couramment de rétrofuturisme pour qualifier ce sous-genre. Rétrofuturisme, le terme il dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le futur est pensé comme un retour en arrière, donc où on rejoint des époques passées de notre planète. Alors quelques exemples rapides, sans tomber dans le catalogue, mais juste pour que vous voyez que c'est vraiment des choses qu'on retrouve un peu partout. Par exemple, dans un site très célèbre de fantasy des années 70-80, les Chroniques de Shannara, de Brooks, c'est un univers de fantasy, vraiment copié sur Tolkien, donc il y a des elfes, des orques, des nains, etc. Sauf qu'en fait, c'est le futur de la planète Terre, plus de 3000 ans après une guerre nucléaire, et c'est les radiations qui ont permis l'émergence du coup d'autres espèces. Donc en fait, les elfes, les nains, les orques, c'est des humains qui ont muté à cause des radiations liées à une guerre nucléaire dans le passé. Un passé tellement lointain, du coup, qu'on a oublié notre histoire à nous, de notre planète Terre. C'est exactement la même chose dans La Roue du Temps de Robert Jordan, là aussi un très grand cycle de fantasy, où est dépeint un monde médiéval qui est en fait situé dans le futur, après une civilisation technologique développée avec des avions, des télés, Internet, etc. Mais pareil, il y a eu une guerre, et du coup on a replongé dans le monde médiéval. C'est des choses qu'on retrouverait aussi dans un roman de science-fiction comme Enigma Archer de Russell Hoban, là aussi une Angleterre post-apocalyptique où il y a des tribus revenues à l'âge de pierre, mais c'est notre Angleterre après, plusieurs siècles après notre époque. Idem dans la BD Neige de Convar, qu'il y en a peut-être qui connaissent, une BD française qui dépeint une Europe, cette fois revenue dans les ténèbres du Moyen-Âge, cette fois après une épidémie. On le retrouverait dans des films comme Waterworld,
par exemple. Là aussi, la Terre est couverte par les eaux après la fonte des glaces, et on a du coup une civilisation revenue à une civilisation beaucoup plus brute, beaucoup plus primaire, avec des enjeux centrés sur la survie. Idem dans les films Mad Max, où on a conservé quelques reliquats de technologie, les voitures par exemple, mais où le reste de la civilisation s'est effondré, le reste de la technologie s'est effondré, même si on ne sait pas toujours très bien quel est le point de divergence. Et pareil, pour prendre un exemple plus récent, dans la série The Walking Dead, à la fois la série et les comics, là aussi, cette fois, donc le point, c'est pas une guerre apocalyptique, c'est l'émergence de ce virus zombie qui transforme la moitié de la planète en zombie, et où on voit du coup un retour en arrière de la civilisation s'effondre, et on voit un peu partout des communautés autarciques qui se fondent, des communautés agraires, artisanales, sous l'égide de chefs charismatiques. L'une d'elles se fait même appeler le Royaume, dirigée par un roi, protégé par des chevaliers en armure. Et ici, donc, on puise vraiment dans un imaginaire médiévaliste, c'est-à-dire un imaginaire inspiré du Moyen-Âge, hérité du Moyen-Âge. Le créateur de Walking Dead, Robert Kirkman, joue avec subtilité, avec finesse, sur des images fortes pour évoquer ce retour en arrière de la civilisation. Je vous en montre une. C'est une planche qui date de l'épisode 127 de Walking Dead, donc c'est en 2013. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Je vous montre. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une civilisation qui s'est un peu reconstruite et qui utilise en l'occurrence un conteneur métallique, donc qui sert sur les porte-conteneurs aujourd'hui. Donc, c'est assez habile, puisque le conteneur, c'est vraiment l'emblème de notre civilisation mondialisée. C'est le symbole même de notre civilisation capitaliste. Vous savez que 95% des échanges de marchandises se font par les conteneurs. Ce qui veut dire qu'en fait, la quasi-totalité de ce que nous consommons, des vêtements qu'on porte, de l'électronique, est passée par un conteneur à un moment ou un autre. Donc en fait, sans cet objet, il n'y a pas de mondialisation, il n'y a pas de capitalisme. Sauf que ici, il est tiré par des chevaux, puisqu'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus d'avions, etc. Et donc ici, en fait, c'est une image très habile, puisque c'est une image qui provoque en fait un choc dans nos esprits. On a l'emblème de notre modernité, tiré par des chevaux. Les chevaux, on associe ça immédiatement à une civilisation très technologique, très révolution industrielle. En fait, on l'associe couramment dans l'imaginaire au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, surtout au Moyen-Âge. Et en plus, ici, vous voyez que ce conteneur, il est défendu des zombies par un archer, avec quelqu'un, il y a une fille avec un arc sur le dessus du conteneur. D'accord ? Donc là aussi, ça rappelle une civilisation très technologique avant les armes à feu. Donc ici, en fait, on voit très bien cette image, ça pourrait être la couverture de Walking Dead. C'est le futur, mais un futur qui est revenu en arrière. On a gardé les choses, mais en fait, on a fait marche arrière à toute vitesse. Alors, que nous disent toutes ces œuvres? C'est ce à quoi je propose de réfléchir avec vous ce soir. Ces œuvres, elles nous rappellent qu'on aime clairement imaginer des futurs, plus ou moins lointains. Walking Dead, c'est quelques années dans le futur. Certains, c'est plusieurs milliers d'années dans le futur. Des futurs qui ressemblent à notre passé. Ou encore une fois, qui ressemblent à ce qu'on imagine être notre passé. Or, ce passé, ce n'est pas n'importe quel passé. Le plus souvent, dans 90% de ces œuvres, ce passé, c'est un passé inspiré du Moyen-Âge. Inspiré du Moyen-Âge occidental, d'accord ? Et en plus, inspiré globalement du Moyen-Âge central, du XIIe, XIVe siècle, un Moyen-Âge avant les armes à feu, d'accord ? Donc une période assez restreinte de l'histoire. Qu'est-ce qu'on voit dans ces œuvres? On voit des seigneurs de guerre autoritaires, on voit des moulins à vent, on voit des chevaliers, on voit souvent un retour de l'obscurantisme, avec un retour soit d'une église, soit de croyances superstitieuses. Donc là aussi, c'est des choses qu'on associe couramment au Moyen-Âge. D'accord. Dans l'un des comics de l'univers, La planète des singes, puisque le succès du film a engendré la création de toute une franchise développée sur plus d'une quinzaine d'années de comics qui sont, d'un point de vue scénaristique, navrant, enfin, je ne peux pas dire mieux. Dans l'une des affiches de l'un de ces comics, qu'est-ce qu'on voit? On voit Taylor, notre héros, qui est confronté donc à un singe qui est habillé comme un chevalier. Voilà, donc avec un singe en armure sur un fin destrier, qui montre là aussi cette inspiration, un médiévaliste très forte. Pour celles et ceux d'entre vous qui auraient vu le reboot des films La planète des singes, la trilogie des années 2010, avec César, vous avez vu que dans le 2e et 3e tome, il y a cette image des singes sur les chevaux qui chargent les humains qui ont, eux, encore des armes à feu. Là aussi, il y a une inspiration médiévaliste très claire, avec en fait des singes qui reviennent au Moyen-Âge, alors qu'on est dans le futur de notre époque. Autrement dit, la science-fiction, elle nous pose un message tout simple. L'effondrement de la société telle qu'on la connaît, encore une fois, peu importe la cause de l'effondrement, une bombe atomique, une épidémie, une guerre, nous ramène vers un nouveau Moyen-Âge et nous ramènerait inéluctablement vers un nouveau Moyen-Âge. C'est comme s'il y avait une espèce d'horizon d'attente, et après nous, c'est pas le déluge, comme le disait Louis XIV, après nous, c'est le Moyen-Âge. Et on pourrait presque dire c'est le Moyen-Âge encore, parce que c'est un retour au Moyen-Âge.
Ce Moyen-Âge il est le plus souvent dystopique, ça veut dire qu'il est le plus souvent perçu comme négatif. Il est parfois teinté de nostalgie. On y reviendra. Il se caractérise par une désévolution technologique, l'idée qu'on va perdre de la technologie, on va perdre les voitures, on va perdre Internet, on va perdre des connaissances médicales, on va perdre des objets de notre époque, donc une désévolution technologique, un retour à une vie agraire, un retour à une vie communautaire, qui prend souvent la forme d'un retour à des fortifications urbaines, Walking Dead, où les personnages passent leur temps à construire des enceintes plus ou moins fortifiées, puis 2 épisodes après, ils se rendent compte qu'ils les ont pas assez fortifiées et ils se font manger par des zombies. Mais c'est pareil dans Waterworld, où la vie s'organise avec des atolls fortifiés. On l'a également dans Mad Max, avec des périmètres surveillés de communautés autarciques fortifiées. On y retrouve généralement de nouvelles invasions barbares, un retour de la violence sous toutes ses formes. On y ressuscite les charniers qui évoquent les charniers de la peste noire, quand il y a des grandes épidémies. Et on peut également y célébrer le retour à la nature. Donc ces œuvres rétrofuturistes, elles puisent quasiment exclusivement dans le Moyen-Âge. C'est rarissime de voir des œuvres qui plongent leurs lecteurs ou leurs spectateurs dans des mondes inspirés par la Rome antique, encore moins par la Grèce homérique, l'Égypte, la Mésopotamie, n'importe quel autre passé de notre planète qui pourrait servir d'inspiration. Encore une fois, du coup, quand on est dans un futur, ce qu'on a, ça va être des chevaliers, des moulins à vent, des seigneurs, des murs, des châteaux forts, et pas d'autres types de configurations socio-historiques. C'est pas uniquement négatif, il y a aussi un rapport plus ambivalent derrière ça. Derrière la violence sur laquelle on reviendra, il y a aussi une fascination qui est visible notamment dans le rapport au corps de toutes ces œuvres. En effet, les illustrations des romans d'heroic fantasy, de tout ce qu'on appelle les pulps, vous savez, ces albums de basse qualité produits dans les années 30, 40, 50, on appelle les pulps parce que c'était fait avec de la pulpe à papier très mauvaise, donc c'était du papier très léger, ce qui permettait que ce soit vendu à très bas coût. Généralement, ça témoigne de ce souci du corps, avec en couverture des hommes musculeux, dénudés, dessinés, que ce soit Tarzan, par exemple, un Conan le Barbare, etc. Mais on le voit aussi, encore une fois, avec la planète des singes. On ne sait pas pourquoi, mais sur toutes les couvertures, Taylor, il est tout le temps à moitié nu. D'accord, visiblement, il se débrouille toujours pour récupérer des habits, puis pour les perdre, ce qui fait que ça permet toujours d'exposer sa magnifique plastique. On en a bien parlé hier de ces enjeux, puis on en a parlé avec Hercule, de ces enjeux de corps dénudés, etc., pour attirer les lecteurs. Au contraire, toute une branche de la science-fiction, elle se plaît à imaginer des futurs dans lesquels l'évolution technologique continue amène à une dégénérescence totale du corps. Là, le meilleur exemple, c'est le dessin animé Wall-E, que certains connaissent peut-être. Je vois des gens qui disent oui, qui se passe là aussi dans un lointain futur. La Terre a été envahie par les déchets, les humains se sont réfugiés dans des vaisseaux dans l'espace, et du coup, ils sont tellement gros qu'ils vivent sur des espèces de bouées flottantes, et ils passent leur temps soit à regarder des écrans collés devant leurs yeux, soit à manger, et ils ne peuvent pas se déplacer sans la technologie. Donc là, c'est une vision parodique de notre époque, des dérives de la technologie. Mais vous voyez, c'est ça que ça montre. En gros, on aurait le choix, soit l'évolution technologique continue vers un monde de science-fiction parfait avec des robots, mais du coup, on devient des espèces de corps flasques, totalement décérébrés, démusclés, ou alors le retour au Moyen-Âge, et là, c'est bon, on devient Conan le Barbare, Tarzan, avec des beaux pectoraux et des petits pagnes de fourrure. Donc en fait, on a le choix entre les deux. Choisissez votre avenir, d'accord, c'est les gros de Wall-E, d'accord, ou les tout nus de Tarzan. Voilà, vous avez le choix entre l'un ou l'autre. Voilà, c'est binaire. Et clairement, il y a un peu de ça dans La planète des singes. Vous allez voir dans le film de ce soir, Charlton Heston, au début engoncé dans son uniforme blanc, symbole de notre civilisation technologique et industrielle, termine le film à demi-nu, bronzé, magnifiquement musclé. Visiblement, le long séjour en prison lui a pas fait perdre un pet de muscle. D'accord, il part sur un cheval, d'accord, qui monte à cru sur la plage, emmenant avec lui la belle Nova. D'accord, donc en fait c'est une image de Péplum, évidemment à la fin, ce qui lui vaut d'être programmé dans ce cycle Péplum. C'est une image qui joue sur des ressorts simples et efficaces. On pense à Ben-Hur, on pense à Spartacus, on pense à Hercule, d'accord, on pense à Tarzan, on pense à Conan. C'est toute cette image qu'il y a derrière. Et du coup ici, la science-fiction nous délivre un message finalement assez ambivalent, plutôt positif. En quittant la technologie contemporaine, Heston redécouvre un rapport au corps, un rapport à la nature, présenté comme plus sain, plus authentique, plus primaire. D'accord. Au point d'ailleurs qu'il y a toute une branche de la science-fiction, notamment ce qu'on appelle le Planet Opera, j'en avais parlé il y a 2 ans au sujet de John Carter, qui se plaît à imaginer du coup des héros projetés sur des planètes autres qui finalement refusent de revenir sur Terre. C'est le cas dans John Carter, c'est le cas dans Avatar, par exemple, où Sully, le marine, du coup, il aime tellement la civilisation des navis avec ce rapport au corps, à la nature, qu'il préfère renoncer à sa vie d'humain. Ça aussi, c'est une branche forte de la science-fiction.
C'est un message en fait vraiment racinaire dans la science-fiction, cette idée qu'en quittant la civilisation technologique occidentale industrielle, on reviendrait à une vie plus saine, plus authentique, plus épanouie, notamment au niveau du rapport au corps et à la nature. C'est pas intéressant de rappeler qu'un certain nombre des fondateurs de cette branche de science-fiction, c'est des gens qui avaient des acquaintances avec des pensées fascistes, qui étaient fascinés par ces pensées nietzschéennes, fascistes de l'époque des années 30, quelqu'un comme Franz Frazetta, par exemple, un créateur de Tarzan, un dessinateur de Tarzan, Edgar Rice Burroughs, ou quoi, c'est des gens qui flirtaient avec ces idées. Et oui, c'est pas étonnant, on retrouve quand même cette idée que en faisant péter la civilisation occidentale, on va revenir à l'homme arien, pur, bronzé, d'accord, sculptural, qui pourra emmener des belles filles sur son cheval une fois qu'il aura quitté son uniforme. D'accord. Il y a aussi tout ce rapport au corps derrière. Alors, du coup, la question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on imagine des futurs qui ressemblent à ce point-là à des passés réécrits? Évidemment, la première raison, c'est la paresse des auteurs et des autrices de ces œuvres. D'accord. Tout simplement, c'est plus facile d'imaginer des futurs qui ressemblent à des passés réécrits. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à imaginer des configurations sociales différentes, des configurations politiques alternatives. Il suffit d'aller puiser dans ce qu'on imagine du Moyen-Âge. Et puis voilà, on dessine des communautés avec des châteaux, on met des gars avec des armures qui se tapent dessus, on met 2-3 chevaux, 2-3 arcs, et puis c'est facile, parce qu'on a un réservoir d'images dans lequel aller puiser. Et en plus, ça marche, puisque c'est les images qui alimentent nos imaginaires collectifs et nos imaginaires individuels, donc on est quasiment sûr de rencontrer un succès public et critique, puisque les gens sont dans un paysage très familier, ils n'ont pas besoin de temps pour reconnaître. Vous savez que c'est toujours le risque dans la science-fiction et la fantasy, si vous faites des trucs trop différents, c'est super, mais du coup, personne ne comprend, ça devient une science-fiction hyper cortiquée, et vous avez vendu 50 exemplaires de votre livre. Donc certes, vous êtes redécouvert 70 ans après, et on fait de vous le génie, mais en attendant, vous êtes mort de faim, donc c'est raté. Alors qu'évidemment, si c'est simple, si ça marche, du coup, ça vend. Ensuite et surtout, c'est pas qu'une question de paresse ou de facilité d'écriture, c'est que cette idée que le futur devrait forcément ressembler à notre passé, ça reflète un rapport assez paradoxal qu'on entretient avec l'histoire, à la fois l'histoire passée et l'histoire future. Rapport paradoxal parce que nous disent ces œuvres? D'abord, sur un plan très simple, elles nous rappellent qu'on a peur du futur. Elles nous rappellent que quand on imagine notre futur, il se présente sous des traits peu reluisants. D'accord? Des zombies, une désévolution technologique, de la violence revenue. D'accord? A priori, ça fait pas envie, quoi. Ça fait pas rêver. C'est des futurs qui ne font pas rêver. C'est pas inintéressant parce qu'il y a eu d'autres moments dans l'histoire dans lesquels on se plaisait à imaginer le futur sous les traits d'un retour en arrière. C'est le cas au XVe, XVIe siècle, ce qu'on appelle la Renaissance. C'est un moment où les élites intellectuelles et lettrées de l'Europe imaginent les décennies à venir sous les traits d'un retour en arrière, d'un retour à l'Antiquité, voire d'un retour de l'Antiquité. C'est le moment où tous les tyrans qui dirigent les communes italiennes se piquent de s'appeler consuls, parce que ça fait smart, parce que du coup, c'est un retour de l'Antiquité romaine. D'accord. Sauf qu'à ce moment-là, ce retour à l'Antiquité, il est glorieux, il est positif. Ce retour à l'Antiquité, il est censé nous faire aller de l'avant, faire progresser la civilisation humaine. Au contraire, aujourd'hui, quand on imagine ce futur avec un passé revenu, c'est sous un jour peu glorieux. Derrière cette configuration, il faut deviner l'épuisement de la notion de progrès, une idéologie qui a été inventée à un moment, qui clairement aujourd'hui semble ne plus prendre, en tout cas ne plus prendre à une échelle collective. Il faut deviner aussi le poids des grandes angoisses contemporaines, qui depuis en gros un petit siècle ressuscitent sur un plan très réel, très concret, la peur de la fin du monde, que ce soit encore une fois avec une grande épidémie, une guerre mondiale ou une guerre apocalyptique. C'est sur ça que s'achève La planète des singes, sur le cri désespéré du héros qui s'écrie en voyant la statue de la liberté. Ils les ont fait sauter leurs bombes, qu'ils soient maudits pour les siècles à venir. D'accord. Donc ne laissant en fait aucun doute sur ce qui s'est passé. Et évidemment, du coup, le film sort en 67-68. C'est quelques années après la crise de Cuba. C'est en plein moment où la peur nucléaire, elle est réelle pour les gens. Et donc, ça évoque un futur dans lequel ils les auront fait sauter leurs bombes. Donc, en fait, tout simplement, cette science-fiction, elle nous rappelle, elle nous montre très clairement que de plus en plus, on a peur du futur. Et on pourrait faire, du coup, une cartographie des grandes peurs. La science-fiction des années 60-80, c'était la peur nucléaire. Voilà, c'est Barjavel, par exemple, en France, où à chaque fois, c'est une explosion nucléaire qui déclenche le truc. Puis on a eu une grande peur liée à des guerres, des conflits, etc. Et sans surprise, depuis une vingtaine d'années, c'est les bouleversements climatiques qui sont chargés de plonger la Terre dans des nouveaux âges sombres. D'accord. Ce sera assez intéressant, du coup, de voir la SF dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans, si tant est qu'il y a encore de la SF. Qu'est-ce qui fera peur à nos enfants dans 20 ans ou 30 ans? Ce ne sera pas la même chose que nous, puisque justement, ça évolue d'année en année. Ces œuvres, elles nous disent également que ces futurs redoutés, ils sont pensés comme un retour à la période pensée comme la plus négative de l'histoire, le Moyen-Âge. Encore une fois, ces auteurs, ils ne vont pas puiser dans la Rome antique.
Ils vont pas puiser dans l'Égypte, ils vont pas puiser dans la Grèce, ils vont pas puiser dans le Japon, la Chine, d'accord, l'Empire Inca, ou ce que vous voulez, ils vont puiser dans le Moyen-Âge. En fait, c'est très logique de trouver autant de futurs qui ressemblent au Moyen-Âge, puisque celui-ci est couramment présenté comme une période sombre, une période barbare, elle-même issue d'un effondrement. C'est comme ça qu'on le présente couramment, hein, l'Empire romain, puis l'Empire romain s'effondre, et il y a le Moyen-Âge. En gros, ça ne va pas pendant 1000 ans, et puis on sort du Moyen-Âge, et du coup, petit à petit, ça va mieux. Alors, évidemment, tout ça, c'est à tort. Hein, je vous épargne de vous faire un cours d'histoire médiévale de 2 heures, parce que vous allez me haïr et me jeter des cacahuètes. Mais vous savez que tous les clichés qu'on associe au Moyen-Âge sont faux. Hein, et c'est tous des inventions hein, du 18e, 19e siècle. Hein. Au Moyen-Âge, les gens se lavent, personne ne croit que la Terre est plate, on brûle pas des sorcières, l'espérance de vie est pas si courte, et la période n'est pas plus violente que la nôtre. On pourra répondre après hein, pendant les questions, hein, si vous avez des questions sur ce point. Mais reste que le Moyen-Âge, dans l'imaginaire collectif, c'est, depuis plusieurs siècles maintenant, c'est le repoussoir politique par excellence. Quand on veut noircir quelque chose, il suffit de l'associer au Moyen-Âge. C'est un usage hein, artistique, mais c'est aussi un usage journalistique. Hein, par exemple, hein, quand on veut dire que quelque chose ne marche pas, hein, il suffit hein, de titrer, hein, comme le faisait un West Normandie il y a 15 jours, hein, la SNCF, État moyenâgeux. D'accord, bon voilà, il n'y avait pas de train au Moyen-Âge, donc ça ne veut vraiment rien dire état moyenâgeux de la SNCF, mais visiblement ça suffit tout de suite pour qu'on dise bah le Moyen-Âge on sait que c'était n'importe quoi, donc ça montre que la SNCF c'est n'importe quoi. Autrement dit, on réinvente à chaque fois un retour au Moyen-Âge comme si le Moyen-Âge était le reflet obscur, le trou, le gouffre dans lequel notre civilisation risquait à chaque instant de sombrer. Encore une fois, hein, une utilisation artistique, mais on trouverait également des utilisations politiques de ce motif. Quand Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, hein, commente les émeutes urbaines hein, qui ont enflammé la France suite à la mort de Naël en disant que c'est une décivilisation, il a cette idée-là en tête. Il y a l'idée que notre civilisation moderne, forte, belle, technologique, ne peut pas se permettre ce genre de violence. S'il y a cette violence, c'est qu'on est en train de se déciviliser, donc de revenir à avant. Et encore une fois, on ne revient pas à avant grec, à avant romain, à avant mésopotamien ou à avant chasseur néolithique, on revient à avant Moyen-Âge. Avant émeute, avant jacquerie, avant sorcière. D'accord ? Donc c'est bien toujours la même idée, un retour en arrière, un effacement, une perte. Le terme de revenir est ici crucial, il va contre une véritable mythologie du progrès, une mythologie qu'on a tous et toutes intégrée depuis tout petit, puisqu'on a été biberonnés à cette mythologie, une mythologie hein, qui est née au XVIIIe siècle, qui s'est cristallisée au XIXe siècle, et dès lors, hein, chaque événement qui semblerait contrarier cette irrésistible marche en avant est vu comme un retour en arrière doublement négatif. D'abord négatif parce que le simple fait de revenir en arrière, c'est mal, puisque notre civilisation est vouée à aller toujours plus en avant, et puis parce qu'évidemment, on revient encore une fois en arrière vers le Moyen-Âge, qui est une période négativement connotée. Du coup, la science-fiction offre un message finalement très dichotomique, très binaire, très manichéen. C'est soit le progrès technologique continue à l'infini, et là on tombe dans Star Wars, Star Trek, Fondation, on a des milliers de planètes et des vaisseaux et des droïdes et des lasers, soit le retour au Moyen-Âge, et c'est Mad Max ou Waterworld. D'accord ? Donc tout à l'heure, je vous laissais le choix entre les gros de Wall-E ou les muscles de Tarzan. Du coup, maintenant, vous avez le choix entre l'un ou l'autre. D'accord ? Hein, c'est l'une ou l'autre de ces deux branches. Alors, je caricature un peu, hein, parce qu'il existe hein, évidemment une tradition hein, solidement ancrée de la SF politiquement subversive, mais c'est une autre histoire. Enfin, et c'est le dernier élément, hein, dire que ce qui nous attend, c'est un retour au Moyen-Âge, ça revient à dire que notre époque contemporaine, celle à laquelle se passe l'intrigue, est celle située avant le Moyen-Âge. D'accord ? C'est logique, dans une vision linéaire du temps. Si ce qui nous attend après la guerre, les zombies, ce que vous voulez, c'est le Moyen-Âge, ça veut dire que nous, on est juste avant le Moyen-Âge. Or, qu'est-ce qu'il y a juste avant le Moyen-Âge dans l'histoire telle qu'on l'a apprise à l'école ? Il y a Rome. Il y a Rome à l'apogée de sa puissance. Il y a l'Empire romain stable, il y a la Pax Romana, etc. Donc il a aussi charri son lot de clichés, etc. Bien sûr. Mais du coup, hein, la prégnance de ce motif médiévaliste dans la SF prouve qu'en fait, on fantasme notre propre époque comme une glorieuse antiquité. Autrement dit, en fait, c'est un message d'orgueil qui s'entend derrière cette idée de peur de l'effondrement. Ce qui se dit, c'est qu'on pense notre propre époque comme le pinacle de la civilisation. Alors, ce qui peut venir après, c'est forcément catastrophique, c'est forcément un retour en arrière qui lui-même serait négatif. Alors évidemment, pour l'historien médiéviste, d'interroger ces futurs alternatifs, c'est fascinant de voir à quel point on revient au Moyen-Âge. En même temps, c'est absurde, puisqu'il n'y a aucune raison de revenir au Moyen-Âge. Hein, on peut prendre l'image du chevalier en armure, par exemple, qu'on retrouve dans Walking Dead. Il y a tout un épisode comme ça où on voit des mecs qui se baladent sur des chevaux avec des armures complètes de plate pour combattre les zombies. Évidemment, c'est idiot, ça n'a aucun sens, déjà parce que c'est nul pour combattre des zombies, en plus parce que c'est lourd,
En plus, parce que l'armure de plate demande un entraînement de toute une vie. Les chevaliers, ils apprennent depuis l'âge de 7 ans à porter une armure, à l'enlever. C'est pas un truc où on peut aller dans un musée et dire « Ouais, une armure, enfilons-la ». Ce n'est pas possible. Et puis, en plus, évidemment, parce que les évolutions militaires et technologiques rendent l'objet obsolète. Dans Walking Dead, à ce moment-là, il y a encore des fusils. Donc c'est absurde que coexistent l'armure et les fusils, puisque précisément c'est au moment où les premières armes à feu sont apparues que les chevaliers ont commencé à laisser tomber les armures, parce que ça ne servait à rien de dépenser la moitié du revenu annuel dans une armure qui, en une seconde, était percée par un fusil. Autrement dit, ici, en fait, cette vision un bloc de l'histoire ne fait aucun sens. Mais encore une fois, visuellement, c'est efficace. Il suffit de voir un chevalier dans Walking Dead pour comprendre que la civilisation s'est effondrée, qu'on est revenu au Moyen-Âge. On retrouve donc encore une fois cette vision dichotomique qui vient en réalité d'une mauvaise connaissance du passé. Alors, je vous apprendrai ainsi qu'il est beaucoup plus difficile de forger une armure de plate qu'un fusil. Un fusil, en fait, c'est assez simple à forger. Donc, en réalité, dans Walking Dead, s'ils ont accès à des forges leur permettant de forger des armures, ils devraient arrêter de forger des armures et forger des fusils, puisqu'on a le savoir pour le faire et c'est plus simple que de forger des armures. Donc, en fait, encore une fois, c'est absurde. Ça ne marche pas d'un point de vue historique. Les auteurs de SF restent en réalité prisonniers d'un schéma binaire dans lequel on a le choix, soit entre la grandeur de Rome, la grandeur d'une civilisation stable, soit entre les ténèbres du Moyen-Âge. Ce schéma lui-même, il a été historiquement construit, et il est fascinant de voir à quel point il reste prégnant, à quel point on a le choix entre l'un et l'autre, sans aucune alternative. Or, précisément, quand on travaille sur l'histoire, on se rend compte à quel point l'histoire, elle est pleine d'alternatives. C'est ça qui est fascinant de travailler sur l'histoire en historien, en historienne, c'est de voir la variété des sociétés du passé. De voir qu'en fait, on n'est pas condamné à tout prendre en bloc. La désévolution technologique, par exemple, qu'on redoute autant qu'on la fantasme, ça ne veut pas dire, revenir au Moyen-Âge, qu'on est obligé de se taper les chevaliers en armure, la peste noire, les sorcières, les méchants rois, les châteaux forts, tout d'un coup. En fait, on peut choisir là-dedans, on peut mixer. L'histoire, c'est pas un menu, c'est à la carte et on peut prendre un peu ce qu'on veut. Au XVIe siècle, par exemple, quand les conquistadors découvrent et conquièrent l'empire aztèque, l'empire mexicain, ils découvrent un empire qui leur apparaît à leurs yeux comme barbare, moins évolué, un empire dans lequel on ne connaît pas le métal, pas les armes à feu, pas l'écriture, pas la domestication animale, c'est-à-dire qu'ils cochent aucune des cases de la civilisation. Mais à côté de ça, à ce moment-là, Tenochtitlan, la capitale de l'empire, c'est la ville la plus peuplée du monde, 1 million d'habitants, un système d'eau courante qui n'aura pas son équivalent avant la fin du 19e siècle en Europe. L'empire mexicain repose sur une solidarité avec des assurances chômage, des assurances retraite, des choses donc, qui sont très évoluées dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Mais encore une fois, dans la SF, on n'a jamais ça. La SF, c'est un bloc. C'est comme si à partir du moment où on avait poussé le premier domino, tout se cassait forcément la figure, et on perd tout d'un coup. On perd les voitures, on perd les droits de l'homme, on perd le langage, on perd l'écriture, et on se retrouve 2000 ans après avec les hommes de la planète des singes, revenus à l'âge de pierre, qui poussent des grognements et qui mangent de la viande crue en fuyant les singes. D'accord. Encore une fois, heureusement, c'est pas possible, heureusement, c'est pas comme ça que ça marche, et donc on pourrait tout à fait imaginer des futures alternatives plus variées, plus complexes, dans lesquelles, même après une catastrophe globale, on n'est pas condamné à revenir à ce qu'on imagine être le Moyen-Âge. Alors, pour finir et pour conclure, ces œuvres, elles nous disent plein de choses. Derrière ces futurs remplis de chevaliers, de châteaux, de chevaux, de violence, on parle en fait du présent, du passé et du futur. Sur le présent, ces œuvres, elles nous disent qu'on est globalement inquiet, voire angoissé par notre propre époque. On a peur de la fin du monde, qu'il s'agisse d'une guerre nucléaire, d'une épidémie, des catastrophes climatiques, qui semblent ne laisser que l'effondrement comme perspective. Encore une fois, toutes les époques ne se sont pas pensées ainsi, et toutes les époques n'ont pas pensé leur propre futur ainsi. En 1900, c'est pas comme ça qu'on fantasmait l'an 2300. En 1500, c'est pas comme ça qu'on imaginait l'an 2000. C'est frappant de voir qu'aujourd'hui, en 2023, c'est comme ça qu'on imagine l'an 2100, 2200, 2500. Sur le passé, ces œuvres, elles nous disent que finalement, on connaît très peu, très mal l'histoire. On le connaît mal. On voit que le Moyen-Âge continue à être utilisé comme repoussoir politique, associé à la violence, à l'obscurantisme, ou à l'inverse comme image enchantée d'un rapport authentique au corps, à la nature, une époque où les vrais hommes pouvaient faire du cheval torse nu pour emmener des vraies femmes sur des vraies plages. Dans les deux cas, c'est pas vrai, ni la violence obscurantiste, ni les vrais hommes tout nus, désolé. Et du coup, on voit qu'on connaît mal le passé, et on voit qu'on le connaît peu, parce que dans tout l'éventail des configurations sociopolitiques possibles que les êtres humains ont tenté sur notre planète depuis à peu près 400 000 ans, qu'il y a quelque chose qui ressemble à une civilisation humaine, la SF, elle en garde une. Elle garde le Moyen-Âge occidental pendant 150 ans. Alors qu'encore une fois, il y a littéralement des milliers de configurations possibles à explorer. Et sur le futur, enfin, ces œuvres, elles nous rappellent que la science-fiction,
en imaginant ces futurs, elle peut concrètement modeler nos imaginaires du futur. Et c'est pas innocent, parce que modeler nos imaginaires du futur, ça revient à modeler la manière dont, concrètement, réellement, on produit ces futurs. Le meilleur exemple qui est assez connu, c'est l'exemple des voitures électriques. On en croise de plus en plus maintenant. En croisant une voiture électrique, en vous faisant dépasser par une voiture électrique, vous vous êtes jamais dit que ça ressemblait vachement au bruit d'un vaisseau spatial dans n'importe quel film, dans Star Trek, dans Star Wars. Mais en fait, c'est fait exprès, parce que les développeurs des moteurs de voitures électriques ont cherché à imiter le bruit des voitures et des vaisseaux dans les films et les séries de science-fiction des années 80-90. Donc ici, en fait, la SF, dans une espèce de boucle, elle contribue concrètement à fabriquer les nouvelles technologies. Et en fait, ça arrive tout le temps. Du coup, on voit que quand ces œuvres rétrofuturistes, elles dépeignent des avenirs effondrés très sombres, dans lesquels la désévolution technologique s'accompagne forcément d'une explosion de la violence, des inégalités, etc., elles contribuent à refermer la fenêtre des possibles qu'on pourrait œuvrer à fabriquer. Encore une fois, rien de tout cela n'est inéluctable, puisque rien de tout cela n'est lié. Il n'y a pas de lien fondamental, il n'y a pas de lien déterministe entre des chevaliers en armure, et le niveau de violence d'une société. C'est pas parce qu'on va perdre les voitures et les avions, par exemple, qu'on va forcément perdre les droits de l'homme ou les acquis de la médecine occidentale. De même que c'est pas parce que les altimédiévaux au 5e, 6e siècle ont oublié comment construire à la romaine, et donc par exemple se sont retrouvés avec des aqueducs dont ils ne savaient plus que faire parce qu'ils ne savaient plus comment les entretenir, qu'ils ont tout oublié. Alors ils ont gardé des éléments de la civilisation romaine, ils ont gardé le latin, par exemple, certes en le transformant, mais ils ont gardé le latin. Bref, reproduire dans le futur des configurations du passé, a fortiori des passés dont on garde que les aspects négatifs, c'est politiquement assez risqué, en plus d'être narrativement assez triste, puisque ça revient à refermer les possibles, et donc à nous faire croire que le moindre changement serait forcément le début d'un retour en arrière, nous ramenant à une période très négative. Autrement dit, connaître l'histoire, ça permet de se rassurer. Donc à la fin du film, ce soir, tranquillisez-vous. Ce n'est pas parce que dans 2000 ans, la Statue de la Liberté sera noyée sous le sable, ou plus probablement noyée sous l'eau, mais c'est un autre problème, que nos descendants seront forcément condamnés à revenir à l'âge de pierre, puisque finalement, s'il y a bien une seule chose dont on est sûr, sur les avenirs, c'est que précisément, ils sont à venir, et ils ne ressembleront en aucun cas à l'histoire et aux histoires du passé. Et je termine avec ça, et je vous remercie de votre attention. Donc s'il y a des questions, avec plaisir, bien sûr, et puis s'il y a des gens qui veulent que je rappelle pendant longtemps à quel point le Moyen-Âge c'est trop bien. Je suis intéressé sur le fait que vous nous expliquiez que le Moyen-Âge on perçoit le Moyen-Âge comme une période obscure, on refuse complètement les savoirs antiques, alors que vous défendez tout le contraire. Est-ce que vous pourriez développer, ça nous intéresse justement, parce que dans notre imaginaire collectif, effectivement, la Terre est plate, etc. Oui, pas de problème. Donc ça prendra 2h30. Dans une première partie, vous annulez la projection du film. Non, en fait, pour aller très vite, le Moyen-Âge, ça a été inventé en deux grandes strates. La première strate, c'est les auteurs du 15e, 16e siècle, les humanistes, qui forgent le terme Moyen-Âge. C'est les premiers à forger le terme en latin, les temps moyens, l'époque moyenne, pour distinguer les siècles qui les précèdent de l'Antiquité, à laquelle ils veulent se rattacher pour des raisons de légitimation artistique, politique, etc. Donc c'est les premiers à inventer ça, et après en fait surtout c'est les auteurs des Lumières, 17e, 18e siècle, qui forgent tous les grands clichés qu'on a en tête pour noircir le Moyen-Âge. Voltaire par exemple, Voltaire c'est vraiment l'auteur, l'idée que les gens au Moyen-Âge croyaient que la Terre était plate, c'est Voltaire. Et pourquoi est-ce qu'ils noircissent le Moyen-Âge? Parce que pour eux le Moyen-Âge c'est hyper pratique, puisque ça leur permet de dire du mal d'un seul coup de leurs trois grands adversaires, de dire du mal de la royauté, parce que le Moyen-Âge c'est le temps des rois, et les Lumières évidemment ils sont engagés dans un combat contre la monarchie absolue, de dire du mal de l'Église, que le Moyen-Âge c'est le temps des chrétiens, là aussi les Lumières ils sont engagés contre l'intolérance religieuse, et de dire du mal des nobles, puisque le Moyen-Âge c'est le temps des chevaliers. Du coup en fait quand Voltaire critique le Moyen-Âge et dit au Moyen-Âge ils étaient bêtes, violents, etc., ça lui permet en fait de décrédibiliser les trois grands adversaires politiques des Lumières dans l'Europe du XVIIIe siècle. Et après du coup tous ces clichés ils sont passés dans l'imaginaire collectif avec les romans, avec les tableaux. Pauline hier parlait du rôle des tableaux, de tout cet art pompier. Mais du coup là c'est pareil, tous les tableaux pré-raphaélites ils ont mis beaucoup d'images en tête, et puis après il y a les films et les romans qui sont venus gros rouleau compresseur pour reprendre ces images et les mettre dans la tête de tout le monde.
Alors qu'encore une fois, effectivement, elles sont fausses. Voilà, l'exemple de la Terre plate, c'est un bon exemple. Au Moyen-Âge, tout le monde sait que la Terre est ronde. On la représente comme ça, on l'enseigne comme ça dans les écoles. On n'a littéralement aucun texte qui écrit l'inverse. Donc c'est une évidence scientifique courante pendant toute la période. Et pourtant, c'est pas l'image qu'on a en tête. Copernic, c'est la Terre qui tourne. Ce qu'on ne sait pas au Moyen-Âge, pour le coup, c'est on ne sait pas que la Terre tourne autour du Soleil. Mais ça, c'est pas du tout la même chose, que scientifiquement, il faut reconnaître que le Soleil tourne autour de notre Terre. C'est ce que nos yeux nous disent, c'est ce que l'évidence de nos yeux nous disent. Donc Copernic et Galilée, ils sont embêtés par l'Église pour avoir défendu un modèle pour passer d'un modèle géocentrique dans lequel la Terre est immobile au milieu de l'univers, à un modèle héliocentrique dans lequel le Soleil est immobile et la Terre tourne autour. Et c'est ça qui l'embête. Mais ni Copernic ni Galilée n'ont jamais dit que la Terre était ronde, puisqu'ils le savaient. Et ils n'ont jamais été embêtés pour le dire, puisqu'on le savait. Non, l'Église, elle était contre le modèle héliocentrique, contre l'idée que la Terre tourne. Parce que ça, c'était embêtant, parce que l'idée que la Terre tourne, ça voulait dire qu'elle se balade dans le cosmos. Et vu que c'est la création divine, on n'aimait pas trop l'idée que Dieu ait placé la création sur un objet qui se balade dans le cosmos, quoi. Ça, c'était pas terrible. Par contre, l'idée de la Terre ronde, ça n'a jamais été discuté, ne serait-ce que parce que, pour le coup, c'est l'évidence de ce que nos yeux disent. Enfin, il suffit de naviguer en mer pour savoir que la Terre est ronde, parce que quand on voit un navire arriver à l'horizon, on voit d'abord la voile avant la coque, alors que si la Terre était plate, on verrait tout le navire apparaître d'un coup. Donc encore une fois, au Moyen-Âge, il n'y a littéralement aucun auteur qui n'a jamais dit que la Terre était plate. En fait, c'est pas vrai, il y a un auteur byzantin du 6e siècle, un Cosmas Indicopleustes, et il dit pas que la Terre est plate, il dit que la Terre a la forme d'une arche d'alliance. Voilà, un truc bizarre comme ça. Et c'est le seul à l'avoir dit, et Cosmas, il est copié dans les églises byzantines pour servir de punition aux élèves, en leur disant on va leur faire copier l'auteur le plus bête de la bibliothèque pour bien leur casser les pieds quand ils auront interrompu leur prof. Donc c'est-à-dire que même à l'époque, on considérait que c'était vraiment une bêtise. Et c'est intéressant de voir que c'est l'image qu'on a encore en tête. On appelle ça le Dark Age. Ben, c'est un des termes qui a été forgé en anglais pour parler du Moyen-Âge, de dire The Dark Ages, mais c'était dans les années 50-60. Et depuis, ça fait un moment que les médiévistes essayent justement de déconstruire cette image qui a été forgée en fait à des fins politiques. Quand les auteurs des Lumières, ils ont forgé ce terme, c'était dans un objectif très politique en fait. Donc l'expression The Dark Age, Elle est plus employée aujourd'hui. Elle est plus vue comme scientifiquement pertinente. Voilà, tout simplement. Juste pour revenir, dans l'enseignement tel qu'on l'a reçu de l'histoire, soit j'ai pas trop. J'ai le sentiment qu'on m'a expliqué que c'est une période un peu obscure, mais il y a le Moyen-Âge. Mais... Oui, il y a des chances effectivement, parce que c'est des choses qui bougent lentement en fait, qui bougent vraiment petit à petit. La Terre pas plate dans les manuels scolaires, c'était encore dans les manuels scolaires jusqu'en 99 en France. Alors même qu'on le savait depuis longtemps, les premiers articles de médiévistes montrant que c'est une bêtise, c'est les années 50. Il a fallu 40 ans pour que ça passe dans l'enseignement secondaire. Donc c'est long, parce qu'encore une fois, toutes ces images collectives, en fait, elles occupent des places fortes dans les esprits. Donc oui, c'est pas du tout étonnant que vous ayez reçu par l'école cette idée que c'est une période quand même globalement sombre, globalement assez violente, etc. D'accord ? Mais encore une fois, je dis pas que le Moyen-Âge n'était pas violent, je dis que toutes les époques le sont, avec des formes de violence différentes, qui à toutes les époques sont perçues comme socialement acceptables, sinon elles n'existeraient pas, mais qui n'étaient pas plus violents que notre époque, ils l'étaient différemment. Il y a aussi une fascination quand même pour le Moyen-Âge. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a vraiment toujours ce double rapport. C'est une période très repoussoire et en même temps, c'est une période fascinante parce qu'il y a aussi cette image dorée. Le Moyen-Âge, c'est aussi le Moyen-Âge des châteaux, des chevaliers, des princesses, etc., des dragons. Donc il y a aussi ce Moyen-Âge-là qui, pour le coup, c'est le Moyen-Âge des romantiques. Donc c'est le Moyen-Âge des années 1820-1840. Le Moyen-Âge de Walter Scott, c'est Ivanhoé, c'est Robin des Bois. Voilà. Donc, et ça donne après dans la fantaisie, toute la fantaisie médiévaliste qui glorifie, donc on a un rapport très nostalgique au Moyen-Âge. En fait, on a vraiment deux grandes traditions, quoi. C'est soit l'horreur, soit le Moyen-Âge doré dans lequel on aimerait bien vivre. Mais parce que le chevalier au Moyen-Âge, il ne fait pas rêver. Ça dépend. La... Oui, non, mais ça, c'est de la littérature. Concrètement, le chevalier au Moyen-Âge, il se bat, il est russe, souvent, quand même. Bah non, concrètement, le chevalier au Moyen-Âge, c'est un seigneur, il gère son fief, 3 semaines par an, il met son armure en espérant ne pas se battre parce qu'il veut pas mourir. Et voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le chevalier construit par l'amour courtois dans la littérature. Non. Mais même l'amour courtois a rien à voir avec l'amour courtois du Moyen-Âge. Là aussi, c'est des strates d'images, en fait. Oui, donc d'une part, l'expression un peu Dark Ages est sombre. Moi, je sais que j'ai vu ça dans un jeu vidéo, par exemple. Ça concerne plus souvent, on repousse ça plus sur le haut Moyen-Âge et peut-être des périodes précises
la Ouais, fin des mérovingiens, la fin des c'est vrai, en c'est fait- vrai que bon, ça d'accord, pas très bien. Mais en fait, non, ça marche pas très bien. En fait, ça dépend sur quel plan ça marche pas très bien. Déjà, c'est un jugement de valeur. En histoire, on va éviter de dire qu'est-ce qui marche bien ou qu'est-ce qui marche pas bien. De quel droit on pourrait dire qu'une période, elle a bien marché ou que ça veut rien dire. Et en fait, surtout, ce Dark Ages, c'est une illusion. Et c'est une illusion, Pauline, elle le rappelait hier, c'est une illusion due aux sources. C'est un effet de source. En fait, c'est une époque dans laquelle on a très peu de sources qui ont été conservées. Il y a des sources qui étaient produites, les gens continuent à écrire, mais il se trouve que ces sources, elles ont été peu conservées. Du coup, en fait, on sait très peu de choses sur cette période. Donc, effectivement, on parle de rois sur lesquels on a une pièce de monnaie, ou de dynasties dans lesquelles on a un diplôme, un texte pour 70 ans d'histoire. Du coup, ça donne forcément cette impression de siècle obscur, parce qu'on sait rien. On sait rien. Heureusement, depuis 20 ans, il y a une discipline qui renouvelle totalement notre connaissance, c'est l'archéologie. Parce que ces gens-là, on a conservé peu de sources, mais ils ont laissé leurs objets, ils ont laissé leurs corps, ils ont laissé leurs fondations. Et l'archéologie, du coup, elle renouvelle totalement notre connaissance du Haut Moyen-Âge. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre une civilisation avec des gens qui faisaient du commerce, avec des gens qui vivaient leur vie, avec des gens qui construisaient, avec des gens qui écrivaient, avec des scientifiques, etc., etc. C'est pas le même monde que 2 siècles avant, c'est pas le même monde que 2 siècles après, mais c'est pas Mad Max. Voilà. Et l'autre truc qui m'a peut-être un peu surpris, parce que j'aurais compris une définition un peu différente du rétrofuturisme, qui était un peu de... il y a un peu deux trucs comme ça. La BD l'hémisphère de Larry Spade, en gros, c'est on revient dans le passé et on imagine comment ça aurait pu évoluer différemment avec la technologie. Par exemple, si on avait continué avec que des engrenages et des machines à vapeur sans jamais trouver les transistors, qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui? Et l'autre côté, un peu, voilà, c'est toujours pareil, c'est le côté un peu, on se replace dans le passé et on rêve à la technologie du futur du passé, qui pourrait être maintenant, sauf que c'est pas le cas, mais qui est le truc très typique que beaucoup de monde a dû voir, c'est à Disneyland de Paris, le fameux Autopia, qui est justement décrit comme rétro-futuriste, qui est voilà, où en gros on est dans les années 40 où tout le monde n'a pas de voiture et on s'imagine que tout le monde va pouvoir avoir sa voiture dans le dos, et voilà, et avec des affiches qui disent que tout le monde pourra avoir son aspirateur, etc. Oui, je suis d'accord. Le premier, c'est plutôt du steampunk. C'est plutôt ce qu'on appelle le steampunk. Imaginez effectivement que plutôt que vers la machine à vapeur, on est resté, plutôt que vers l'électricité et le pétrole, on est resté sur la machine à vapeur qui devient au cœur des technologies. Et oui, le deuxième, en fait, il n'y a pas de la SF et la fantasy, c'est des genres très foisonnants. Donc quand je dis c'est ce qu'on appelle le rétrofuturisme, j'aurais dû dire c'est ce que certains appellent le rétrofuturisme, tandis que d'autres réservent l'étiquette à d'autres types de réécriture du passé. C'est vrai. Il n'y a pas de terminologie unifiée en fait. Mais ces œuvres qu'on a un peu dystopiques, post-apo, comme vous avez mentionné, Mad Max, Waterworld, le fait qu'on calque finalement un peu une image médiévale, un peu sombre justement sur ces œuvres-là, alors que dans ces films on a souvent des ailleurs, des sanctuaires en fait, sortir justement de cette position, comme je crois que c'est la Terre verte de Waterworld, ça. Est-ce que c'est calqué aussi sur le Moyen-Âge, sur ces ailleurs un peu merveilleux, comme le Jardin d'Éden? Ouais. Je crois que c'est le royaume du prêtre Jean. Ouais, tout à fait. Ouais, et encore plus que... tout à fait, vraiment, là, ça reprend des imaginaires très, très médiévalistes, mais eux-mêmes en partie hérités de littérature de l'Antiquité, et en particulier, le lieu, c'est l'île. Ça, c'est révélateur que le lieu préservé, protégé, c'est l'île. D'accord. Et ça, c'est des choses en fait qui datent vraiment, qui ont toute une histoire littéraire, imaginaire, littéralement maintenant vieille de plusieurs milliers d'années, ce qui n'est pas rien comme motif, où on imagine effectivement une île protégée, une île perdue, une île verte. C'est dans Waterworld, mais c'est dans partout. D'accord. Il y aurait Avalon, etc. Et vous avez vu s'il y a des gens qui étaient au film d'hier, que effectivement quand Flavius il veut faire évader les esclaves, il leur vend une île. Il leur dit il y a une île protégée de l'Empire romain. Vraiment, en fait, ça pour le coup, ça a une très très vieille histoire. Il y a plein de très belles études d'historiens ou de littéraires sur ce motif-là. Et donc oui, c'est directement hérité de la littérature médiévale, mais qui elle-même hérite ça de la littérature tardo-antique, antique, etc. Justement, peut-être pour rebondir sur cette question, le fait qu'il y ait de plus en plus de dystopies comme ça, est-ce que c'est pas lié aussi à une crise des utopies? C'est-à-dire que justement, au début de la Renaissance, on a Thomas More qui aimait l'utopia, justement l'île où tout est parfait. Oui, bien sûr. Et voilà, et justement, il y a un peu la crise de la mise en essai des essais de mise en application des utopies.
Et il y a même des courants politiques, notamment conservateurs, qui se définissent comme anti-utopie quelque Bien chose. sûr, bien sûr. Et donc du coup, voilà, on se retombe dès qu'on imagine un autre futur, il a forcément, et ce qui est un peu réaliste d'ailleurs, il a forcément peut-être des avantages, mais aussi des inconvénients. Oui, bien sûr. Oui, effectivement, on ne croit plus du tout aux utopies, on croit plus, ce que je disais, il y a cet épuisement de la notion de progrès dans des grands films de science-fiction qui nous vendent des utopies. En fait, c'est piégé, quoi. C'est The Island ou c'est Bienvenue à Gattaca, où on a l'impression que c'est une utopie au début, et puis en fait, on sait que non. C'est vrai que maintenant, nos esprits sont même préparés à ça. Donc en fait, maintenant, on cherche l'arnaque, quoi. Il y a plein d'épisodes de Black Mirror qui reposent sur ce twist. Dès qu'on nous vend quelque chose d'un peu parfait, maintenant, devant nos écrans, on sait, on dit non, mais il faut pas me la faire. Je sais qu'il y a un piège. On attend, dans Walking Dead, c'est un ressort narratif souvent, le héros il se balade, il fait tout va bien, c'est super, sauf qu'on sait bien que non, et qu'à un moment il va y avoir le tyran qui va sortir, ou l'église toute puissante avec un lavage de cerveau, ou les robots, n'importe quoi, effectivement. Mais tout à fait, ça c'est parce qu'on croit plus aux utopies, parce que derrière il y a l'effondrement des grandes utopies politiques du XXe siècle. Derrière il y a l'effondrement du fascisme, du communisme, etc., qui nous ont vendu des modèles utopiques qui n'ont pas marché, et du coup on a du mal maintenant à imaginer des modèles utopiques alternatifs. Si on essaie de remonter plus loin dans l'évolution de l'homme, au-delà du singe, l'homme pourrait descendre de l'invertébré marin. Donc s'il y avait eu une plus grosse bombe pour détruire l'humanité, est-ce que Taylor aurait pu arriver sur la planète des poissons ? Voilà, bah oui, il y a eu des films, il y a eu des romans qui imaginent évidemment ça, de même qui imaginent un retour des dinosaures ou un retour de ce que vous voulez. La SF, c'est vaste, on parle de dizaines de milliers d'œuvres. Donc oui, Taylor, il aurait pu arriver sur une planète des poissons, mais en fait, plus probablement, s'il y avait une vraie grosse guerre nucléaire, Taylor, il aurait dû arriver sur une Terre radioactive, puisque la radioactivité ne disparaît pas en 2000 ans, comme Tchernobyl le prouve. Donc en vrai, le film aurait été très court, parce que Taylor serait sorti du vaisseau, aurait enlevé son casque, puis 24 heures après, aurait commencé à vomir, et puis serait mort, mais évidemment, quand on l'a proposé ça à Charlton Heston, il a dit non, quoi. C'est pas... On voit bien que non. Très bien, merci beaucoup.